Bonjour à tous, Franck Muller, citoyen un peu réfractaire de l'agglomération lyonnaise. Tout d'abord, merci pour les témoignages d'amitié, les partages sur la dernière vidéo. J'ai eu des encouragements concernant l'idée de monter une liste, d'alternatives citoyennes. Et nous sommes déjà quelques dizaines. Alors je vous rappelle que le but c'est peut-être de, nettoyer la politique, faire attention à l'utilisation des deniers publics, un strict contrôle des dépenses des élus, un strict contrôle du déplacement et des missions, des missions à l'autre bout du monde, au soleil, pour constater que la subvention de 50 000 ou de 150 000 euros dans un pays exotique est bien en place, ça fait l'occasion d'y aller. Bon, je continue. Merci en tous les cas pour tous les encouragements. Monsieur le préfet nous a répondu. Et oui, non mais attendez. Alors, monsieur le préfet, je suis en train de chercher le document du préfet du Rhône. Ah oui, non mais c'est pas des paroles en l'air. Voici, voilà, la préfecture, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit que donc il faut faire une liste. La métropole de Lyon, s'il y aura 150 personnes, 150 candidats évidemment, suivant le pourcentage que nous obtiendrons, il y aura peut-être 10 ou 15 conseillers métropolitains. Mais on a besoin de personnes pour simplement être sur la liste, qui veulent apporter leur soutien, exprimer un besoin de changement, et qui souhaitent être centième, 110e, 120e, simplement voilà, pour dire il faut faire entendre un autre son de cloche que toujours les mêmes depuis 20, 30, 40 ans. Il y en a marre de Collomb, on l'appelle Gargamel, Gargamel à Lyon. Collomb, son copain Kimfeld qui ne veut plus lui laisser la place, c'est la lutte à couteau tiré entre les deux pour la présidence de ce qu'on appelle le Grand Lyon. Donc, effectivement, c'est sur février qu'il faudra vraiment déposer définitivement la liste pour l'élection. Donc, il y aura une élection pour le maire de chaque commune, donc une bonne cinquantaine de communes sur l'agglomération lyonnaise, et c'est doublé de 14 circonscriptions où il faut présenter des candidats pour le Grand Lyon, pour la métropole. Alors, à titre d'exemple simplement, c'est pratiquement une armée mexicaine à Lyon. Savez-vous qu'il y a 51 vice-présidents et conseillers délégués qui ont été nommés ? Comment une telle armée mexicaine peut-elle être efficace et comment accepter le coût financier correspondant à ce qu'on peut estimer à 64 000 euros par mois d'indemnités supplémentaires, ce qui revient à 766 000 euros par an. Macron nous avait dit qu'il fallait réduire le nombre des élus locaux, mais alors là, je peux vous dire qu'on a par exemple un 19e vice-président qui est délégué à la politique sportive, une 20e vice-présidente déléguée à la politique de concertation, à la participation citoyenne, le 22e vice-président est délégué à la rénovation thermique des logements. Ouais, voilà. Alors on va terminer avec le 25e vice-président qui est délégué à la politique de la ville. Et puis après, il y a des conseillers délégués. Alors, il y a un deuxième conseiller délégué au logement social. L'autre est délégué à la coopération décentralisée. La 16e conseillère est déléguée à la prévention des déchets et à l'économie circulaire. Un 23e est délégué à l'évaluation des politiques publiques d'innovation et de territorialisation de la production industrielle. Et puis la 26e conseillère est déléguée au suivi des instances locales de l'habitat des attributions. Ça s'enchevêtre, etc. Et je pense que il y a du copinage. Et puis à chacun un petit titre, voilà. Enfin bon. Et ben voilà. Donc on propose une métropole. Ça sera certainement une liste qui s'appellera pour une métropole propre au niveau écologique, au niveau aussi
des finances saines, sans magouille financière, sans subventions, je le répète, des subventions, ce que j'appelle exotiques. Voilà, nous sommes aujourd'hui 15 août, donc Emmanuel Macron a reçu quelques présidents africains et a voulu rendre hommage aux soldats africains morts pour la France. Quoi de plus naturel, enfin bon, je les ai jamais oubliés, mais bon. Enfin, il s'est livré quand même un certain racolage auprès de la population émigrée. Mais enfin, bon. Ce matin, dans son discours à Saint-Raphaël, pour commémorer cet événement majeur de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement de Provence, le chef de l'État a lancé un appel aux maires allant dans ce sens. Les vies de ces héros d'Afrique doivent faire partie de nos vies de citoyens libres. Sans eux, nous ne serions pas libres. C'est pourquoi je lance un appel aux maires de France pour qu'ils fassent vivre par le nom de nos rues et de nos places la mémoire de ces hommes qui rendent fiers toute l'Afrique. Alors, 1944. Des dizaines et dizaines d'années après, je ne pense pas qu'en Afrique, au Mali, etc., ils se rappellent de ça. Alors moi, je voudrais dire une chose. Moi, je voudrais qu'on parle des gens qui sont morts pour la France aussi, mais qui sont morts il y a 2-3 ans. Et si on donnait le nom de nos soldats morts à l'autre bout du monde pour éliminer Daesh, l'État islamique, le terrorisme islamique, ceux qui sont allés se faire casser la gueule, au Mali, en Afghanistan, etc., etc., etc. C'est plus récent déjà. Et il y a des gens de toutes origines dans les engagés. Il y a aussi des gens issus de l'immigration. Bon, alors je tiens à marquer le coup. Nous sommes le 15 août. Il y a 250 ans, le 15 août 1769, à Ajaccio, est né Napoléon Bonaparte. Enfin, Buonaparte, qui est devenu, dans sa forme francisée, Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon Ier. Il n'y a aucun doute, c'est certainement l'un des Français le plus connus dans le monde. Il se place au sommet, à l'égal de Louis XIV, Jeanne d'Arc, Charlemagne, Jules César. On peut même dire qu'il supplante peut-être De Gaulle, Vercingétorix, Hugues Capet, Henri IV, Richelieu. Quelle éclatante démonstration de la grandeur de Napoléon. Les restes de Napoléon reposent depuis le 15 décembre 1840 sous Louis-Philippe, sous le dôme des Invalides à Paris. En fin de compte, c'est la plus prestigieuse place possible, carrément l'équivalent du mausolée de la place Rouge à Moscou. Mais alors, en fin de compte, vous apercevez que dans la mémoire collective, il y a un élément étonnant. À quelques exceptions près, il n'existe pas de rue, ni d'avenue, ni de boulevard, de place, ni même de bâtiment public qui porte le nom de Napoléon. Il y a seulement la route Napoléon qui vient plus d'un rappel à l'histoire, parce que Napoléon, quand il est revenu de l'île d'Elbe, est passé par une certaine route par Nice, et il y a eu les fameux 100 jours, et donc cette route est restée comme ça, une appellation un peu touristique. Mais franchement, ce petit Corse, sans fortune ni puissante famille, est devenu à force d'audace et d'habileté empereur des Français. Il fit trembler en 25 ans tous les trônes, tous les vieux monarques du vieux continent. Du code civil au baccalauréat, en passant par les préfectures, la Banque de France, son héritage reste effectivement extraordinairement présent. C'était vraiment un self-made man, un génie militaire, un formidable stratège, incarnation de l'audace en politique, un brillant homme d'État. Certainement 2 siècles après sa disparition, Napoléon est encore le personnage de l'histoire contemporaine le plus connu au monde. Tout autour de la planète, il est incontestablement la référence la plus emblématique du rayonnement français, à qui l'on a consacré pas moins de 70 000 livres et une centaine de films. Pourtant, cet anniversaire du plus connu des Français passe bien inaperçu tant à l'intérieur de nos frontières qu'à l'extérieur, exception faite de quelques manifestations quasi confidentielles ou de rares émissions télévisées. Et là, j'en doute.
Alors cela n'exclut pas, si vous voulez, la barbarie militaire, mais je veux dire, ce que je vais souligner par là, c'est que quelqu'un qui vraiment est parti de rien du tout, qui vivait dans la misère, a peu arrivé au plus haut de l'État. Ces guerres n'ont pas été plus barbares, si vous voulez, que les guerres de Louis XIV, que de l'empereur d'Autriche, que de l'empereur de Russie, etc. Et puis, à sa décharge, il a laissé quand même un grand héritage civil. Le code civil, puis toute la fabrication d'un État, les relations, les préfectures, les sous-préfectures, voilà, enfin bref, c'est innombrable. On pourrait écrire 2 pages pour dire tout ce qu'il nous a laissé et ce qui a inspiré le juridique également d'une partie de l'Europe. Puisqu'en fin de compte, le Code Napoléon a été copié, transposé dans beaucoup de pays européens. Il a quand même aidé aussi pas mal la Pologne, qui à l'époque était carrément réduit à un état, je crois, de grand-duché de Varsovie. Il les a aidés à retrouver une certaine indépendance qui n'a pas duré puisque les Russes ont remis la main dessus. Mais voilà, enfin, à sa décharge aussi, la France n'était jamais laissée au repos. C'est-à-dire que à peine couronné, le 2 décembre 1804, à peine couronné, Napoléon est obligé de prendre son armée parce qu'on nous attaque. Et il part, et un an après, donc il part quelques mois après son couronnement, et un an après, donc, il y aura la victoire d'Austerlitz, le 2 décembre 1805, le fameux soleil d'Austerlitz. Un an après le couronnement, et c'est là il est dans toute sa gloire, la gloire militaire, bien entendu, mais bon, à l'époque c'était les mœurs. Hein. Je ne pense pas qu'on soit nettement plus, comment dire, plus humanisme quand on va bombarder la Syrie ou l'Irak il y a quelques années, hein, les Américains, ou même quand on a bombardé la Yougoslavie, la Serbie, sans mandat de l'ONU. Est-ce que c'était franchement beaucoup plus, comment dire, humaniste? Non, on n'avait aucun droit. Donc alors, on allait critiquer Napoléon. Bon, il y a eu l'histoire de la guerre d'Espagne, effectivement, mais il faut dire qu'ils l'ont cherché, c'est-à-dire qu'ils l'ont cherché, c'est-à-dire que le roi d'Espagne ne s'entendait pas avec son fils voulait le trône. Ils sont allés voir Napoléon pour faire un arbitrage entre le père et le fils, et puis du coup, Napoléon en a profité pour mettre la main sur l'Espagne, et après, ça en est suivi beaucoup de très vilaines choses. Voilà. Mais bon, ce que je veux dire par là, comprenez-moi bien, c'est un déni mémoriel qui donne, encore une fois, le sentiment d'un pays honteux, sans racines, qui tourne le dos à son histoire. Une France qui renonce, par la crainte des polémiques, et on est face à un diktat des tenants de la repentance, et on ne doit pas célébrer les héros qui ont fait l'histoire de la France. Aurions-nous peur de notre histoire? Ainsi, nous refusons donc d'assumer, de célébrer notre passé glorieux, certes peut-être militaire. Nous privons nos enfants de leur légitime héritage et on laisse là toute la place à des héros importés, souvent américains ou à de la science-fiction, voilà, et qui font naître l'ignorance de notre passé, de notre histoire. Et il n'y a plus de lien, il n'y a plus de continuité historique qui peut partir de Vercingétorix, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle. Vous voyez ce que je veux dire? Plus rien. Il n'y a plus de colonne vertébrale. C'est ça que... Moi, je me souviens, il y a exactement 50 ans, je n'avais pas tout à fait 12 ans, c'était en août 69, et j'avais lu Alain Decaux, André Castelot, spécialement, j'avais des bouquins comme ça, en cuir, puis j'étais un fanat d'histoire. Mon père m'achetait des timbres de Napoléon qui avaient été émis par les pays africains, les Émirats du Golfe, Oman, Qatar, Abu Dhabi, Ras El Khémah, des pays qui n'existent pratiquement plus parce que certains font partie maintenant des Émirats arabes unis depuis 71, ça c'était en 69, et donc Ras El Khémah ça ne vous dit plus rien, mais pourtant c'est une des principautés qui est dans les Émirats unis. Et je collectionnais aussi les boîtes d'allumettes, la CETA, Bérémy, toute une collection avec toutes les batailles. Voilà. Alors bien entendu, maintenant, il ne faut plus parler de la gloire de la France, du rayonnement international. Vous vous rendez compte que, je crois, à la cour de Russie, on parlait français. La noblesse européenne parlait français. Vous voyez, c'est... Voilà.
comment dire, voilà. Alors, je souhaite que le bicentenaire de la mort de l'empereur en 2021 donne enfin l'occasion à la France de réenchanter son histoire, de célébrer dignement, à travers Napoléon, les héros de la France, l'histoire de la France. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui disparaît. Alors, je vais vous dire 3 choses à retenir et vous allez comprendre quand même que c'était pas seulement un tyran sanguinaire. Hein, bon. D'abord, il nous dit du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Quand on voit certains hommes politiques, ça me fait penser à Hollande et à Macron, effectivement, le ridicule, ils y sont vite arrivés. Quand je pense à notre situation, nous, dans cette fausse liberté, cette vraie dictature, où on n'a plus le droit de s'expliquer, de s'expliquer et de s'exprimer sur Facebook, etc., qu'est-ce qu'il nous dit Napoléon? La bonne politique est de faire croire au peuple qu'ils sont libres. Très intéressant. Et alors, le summum de l'actualité économique. Et ça, on l'a souvent cité, lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Et dans les mois qui vont suivre, nous allons souffrir avec la crise économique pour le plus grand profit des banquiers. Voilà. J'ai voulu joindre l'histoire à l'actualité présente et future. J'ai fait un pont. Ce mercredi 14 août, la jeune militante, ma copine écologique Greta Thunberg, entamera la traversée de l'Atlantique entre l'Angleterre et les États-Unis pour se rendre aux Nations Unies le 23 septembre prochain, puis à la COP25 qui se tient à Santiago du Chili du 2 au 13 décembre. Alors elle opte pour un moyen de transport moins polluant que l'avion, et cette jeune lycéenne montera donc à bord de l'IMOCA Malaysia 2, une classe de monocoque de 60 pieds prêtée par le vice-président du Yacht Club de Monaco, Pierre Cassigari. Pierre Cassigari, c'est le second fils de Caroline de Monaco. Alors qu'il nous explique que ça va être dur parce que pendant 15 jours, il n'y a pas de toilette, pas de lit confortable, ni de douche. Je ne comprends pas là, puisque faire caca dans l'eau de mer, c'est mieux que d'avoir des toilettes. Enfin bon, je ne saisis pas trop. Enfin bon, félicitations à Greta, elle va faire une belle croisière aux frais du prince de Monaco sur un bateau représentant une rare concentration d'énergie fossile. Écoutez-moi où est l'écologie. Moteur diesel, pour les manœuvres au port et le groupe électrogène de secours. Il est alimenté avec des batteries au nickel, difficiles à recycler, des panneaux solaires fabriqués en Chine, plein de fibres de verre et de carbone, consommateurs d'énergie et de pétrole pour leur fabrication. Tant de bêtises, tant de propagande qui me laisse pantois et on va traverser l'Atlantique à la rame. Ou alors avec un vieux Douglas Dakota, là, vous savez, à hélice. Je pense qu'on devrait moins polluer qu'avec ce bateau soi-disant écologique. Alors pour vous dire, cette tartufferie écologique, vous allez bien écouter, vous allez voir, ça vaut le coup, franchement, il se moque de nous. Écoutez bien, le prince d'Angleterre, après avoir annoncé que lui et son épouse renonçaient à avoir plus de 2 enfants afin de préserver l'environnement, le prince Harry est monté dans un jet privé pour se rendre en Sicile, fin juillet, à une convention organisée par Google. Écoutez bien, pieds nus, il a prononcé un vibrant discours sur l'avenir de la planète, devant un parterre de stars et de millionnaires, tous fort préoccupés par les trous dans la couche d'ozone et la fonte des glaciers. Ce qui n'a pas empêché donc les 250 célébrités conviées à cette petite sauterie de faire exploser leur empreinte carbone. Je m'explique. Mark Zuckerberg, Barack Obama, Katy Perry, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio ou Diane de Furstenberg n'ont pas gagné l'île à la rame. Vous l'imaginez bien, les détails sont fournis par la presse américaine. 114 jets privés, certains venant directement de Los Angeles ou de San Francisco, ont pollué le ciel de Sicile.
soit une dépense de 785 tonnes de CO2, à quoi il faut ajouter la venue de dizaines de yachts privés. L'un est équipé de 2 moteurs diesel de 2300 chevaux, l'autre d'un hélicoptère et un troisième transporte des voitures. Donc effectivement, il a bien fallu transbahuter tous ces tartuffes venus soi-disant sauver le monde vers les luxueuses suites réservées par Google pour 20 millions de dollars. Il a noté, chose importante, entre deux balades en Maserati, Katy Perry a réalisé des vidéos sur le changement climatique au bénéfice de l'UNICEF, histoire de convaincre les pauvres pommes que nous sommes supposés être, qu'il faut cesser de manger de la viande, fermer le robinet quand on se lave les dents et se déplacer à trottinette. Ah oui, à cause du changement climatique. Eh bien disons, quand on voit la façon de se déplacer de toutes ces personnes qui sont des donneuses de leçons, le changement, ce n'est pas pour maintenant. Toujours d'actualité, vous êtes au courant, on en a parlé il y a 1 ou 2 semaines, une nouvelle pénurie de médicaments a touché la France, surtout pour 2019. Franchement, plus d'un Français sur 4 affirme avoir été en difficulté pour acheter un médicament courant, a déclaré notre ministre de la Santé Agnès Buzyn. Nombreuses ruptures de stock médicamenteuses, plus de 30 fois plus qu'en 2008. Au total, ce sont 1200 traitements et vaccins qui auraient été touchés par ce problème, nous a dit France Inter. Évidemment, les plus difficiles, corticoïdes, prédnisolone, qui donc correspondent au Cortencil et au Soluprède, qui servent à traiter des allergies, l'asthme, sclérose en plaques, rhumatisme aigu, aussi prescrits dans le traitement de certains cancers. Alors, rendez compte, du coup, avec cette pénurie, il y a une dame qui avait besoin de 20 mg par jour. On lui a donné des médicaments dosés 1 mg. Elle est obligée de prendre 20 cachets par jour. Et voilà. Mais enfin, bon, vaccin contre la tuberculose, le vaccin diphtérique ou le tétanique, le DT. Et donc, à quoi sont dues, en fin de compte, ces multiples pénuries de médicaments qu'on n'avait pas avant? On a délocalisé la fabrication en Asie. Donc il y a des retards de fabrication, manque de capacité et bien sûr des problèmes financiers, car il y a des produits qui ne sont pas assez rentables pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc ils en font le strict minimum. Ils préfèrent vendre des produits beaucoup plus chers. Alors Agnès Buzyn a déclaré améliorer la disponibilité des médicaments pour tous les Français. Et c'était sa priorité. Elle propose un plan d'action qui comprend une meilleure communication pour les pharmaciens afin de signaler les ruptures d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'ils attendent depuis le temps ? Il faut permettre aux pharmaciens de remplacer le médicament par un équivalent. Encore heureux, sinon vous crevez la gueule ouverte. Mais en fin de compte, la vérité, je vais vous la dire, c'est que les labos préfèrent vendre en Allemagne et en Italie les médicaments, car ils peuvent vendre beaucoup plus cher. Ben oui, c'est ça le libre-échange. Donc, la sécurité sociale impose certains prix de vente. Si on peut vendre plus cher à l'étranger, on vend plus cher à l'étranger et on s'en fout du marché français. Est-ce que vous me suivez? Oui. Bon. Je tiens à signaler nous avons, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais la criminalité. D'après le Figaro, en un seul trimestre, 248 crimes de sang ont été commis en France. Hausse spectaculaire. Je ne sais pas, le 25 juillet, en Isère, une nonagénaire a été trouvée sans vie, étranglée par le cambrioleur qu'elle avait surpris en flagrant délit. Elle gisait sous une pile de vêtements. Au même moment, dans le Nord, 2 individus étaient mis en examen et écroués pour le meurtre d'un adolescent de 17 ans dont le corps avait été retrouvé près de Lille, dans une rivière. Bourg-les-Valences, c'est un Arménien qui était lardé de coups de couteau alors qu'il promenait son chien en début de soirée. La veille, à la sortie d'une discothèque de Toulouse, un policier en civil est quant à lui battu à mort pour avoir tenté de s'opposer à un colosse qui faisait du grabuge devant une baraque à frites. Dans le Doubs, un passant est fauché volontairement par un automobiliste. Vous avez une explosion de la délinquance en général et de la criminalité en particulier. C'est certainement la plus grosse illustration de la faillite du système Macron. Et pourtant, réfléchissez bien, la sûreté,
c'est quelque part la première des libertés. Si on a déjà été cambriolé ou qu'on en craint de l'être au retour des vacances, si l'on est inquiet pour ses enfants lors de leur sortie dans votre ville, dans ma bonne ville de Lyon, qui est devenue un coupe-gorge, si l'on est témoin chaque jour des actes de délinquance qualifiés, pour les minorer, d'incivilité, on n'est plus tout à fait en liberté. Et c'est le fondement même de la démocratie qui est atteint. D'ailleurs, pouvait-on attendre autre chose de Castaner? Ce monsieur a plus le profil d'un proxénète ou d'un pilier de bar, mais certainement pas celui d'un homme d'État. Pouvait-on attendre autre chose d'un président qui pérore sur les grands problèmes du monde et n'est pas capable de résoudre quoi que ce soit? Je me pose une question entre Macron et Hollande. J'ai l'impression qu'Hollande, comment dire, non, Macron est pire que Hollande. C'est-à-dire que Macron fait illusion, et puis en fin de compte, quand on regarde le résultat, eh ben, il est performant, Macron. Il a fait pire que Hollande dans la gestion de la France. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Alors maintenant, je vais vous apporter un scoop que j'ai eu par Juan Branco, et j'avais critiqué, mais j'avais raison de le critiquer, il était avec BHL, mais bon, il a sorti une information que personne ne reprend. Comment dire? Il ne comprend pas que les médias n'en parlent pas. C'est plus gros que les affaires Fillon. Édouard Philippe est Premier ministre. Il aurait favorisé le recrutement de sa femme, qui s'appelle Édith Chabre, à un poste à responsabilité au sein de Sciences Po, Paris. Et il a fait financer par la ville du Havre une nouvelle antenne de cette grande école, pendant qu'Édouard Philippe était maire du Havre. Et donc, il a attribué une subvention à cette institution publique, et comme par hasard, sa femme a été embauchée. C'est-à-dire que Juan Branco affirme que la mairie, donc Édouard Philippe, a donné 1,5 million d'euros de subvention à Sciences Po, rien que pour l'aménagement des locaux de la nouvelle antenne au Havre. Et effectivement, il y a un article d'un site qui s'appelle actu.fr dans lequel Édouard Philippe explique qu'il a dû convaincre en 2005 Richard Descoings, l'ancien PDG de Sciences Po, qu'on a retrouvé, je crois, tout nu, pendu dans une chambre d'hôtel à New York. Tiens, il y a des choses qui sont d'actualité. Et donc, il doit filer 1,5 million d'euros de subvention, et du coup, ce monsieur s'est décidé à mettre une antenne au Havre. Et du coup, on apprend que juste après, entre 2008 et 2015, sur le CV de madame qui est disponible sur LinkedIn, de la femme, madame Édith Chabre, qui est donc la femme d'Édouard Philippe, cette dame, en 2008 et 2015, après que son mari ait donné une belle subvention, elle a travaillé à Sciences Po. Matignon n'a pas encore réagi à ces vilaines accusations de conflit d'intérêts. Et oui, voilà. Donc comme quoi, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Si vous cherchez du boulot pour votre femme, vous faites venir une boîte sur le secteur, vous filez une subvention, et puis comme ça, elle a une bonne gâche. Bon, on termine ce 15 août. Ah, 20h, oui. Je suis un peu tardif. Bon, écoutez, merci pour tous ces partages, merci pour tous les encouragements. Si vous voulez participer à la liste sur la métropole de Lyon, vous me laissez votre adresse mail, et puis je vous contacte, et puis voilà. Et puis on fera une réunion. Il y aura une réunion est prévue déjà, je crois, excusez-moi de la date, le 11 septembre. On n'a pas prévu de faire ça en haut d'une tour. Et puis petit à petit, on va tâcher de se débrouiller et de faire entendre la voix du citoyen, un citoyen de base qui n'est plus écouté depuis longtemps et qui veut un droit à la sécurité dans sa métropole. Et donc préserver son intégrité physique, préserver une intégrité financière
pour le bien public. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bonne fin de vacances à ceux qui sont encore en vacances. Merci beaucoup. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez. Merci, à très bientôt. Merci.